Merci Jean. Je poursuis l'analyse des textes récents et de la jurisprudence qui a été élaborée par Amélie jusqu'à maintenant. Alors, un arrêt intéressant et d'actualité a été rendu s'agissant de la question de la faute inexcusable de l'employeur. Nous avons l'habitude de dire que la faute inexcusable de l'employeur, c'est la double peine, c'est-à-dire on a un salarié qui est malheureusement pour lui victime d'un accident du travail et donc pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie, mais souvent ce contentieux-là, qui peut effectivement être un contentieux si l'employeur conteste, il le fait rarement, mais cela peut arriver, le qualificatif d'accident du travail. Donc, ce contentieux-là se double d'un deuxième contentieux qui est celui de la faute inexcusable. La faute inexcusable permet à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de réclamer à son employeur une indemnisation complémentaire venant réparer l'ensemble des préjudices qui n'auront pas été couverts par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, les préjudices sont extrêmement divers et peuvent être importants et très coûteux pour l'employeur, puisque cela couvre les souffrances physiques et morales, mais également la perte ou la diminution des possibilités de carrière professionnelle, la nécessité pour le salarié devenu par exemple handicapé d'aménager son appartement ou encore d'acheter un véhicule adapté. Donc, le contentieux de la faute inexcusable de l'employeur est un contentieux polyvalent et polymorphe. Donc, dans un arrêt du 8 octobre 2020, la Cour de cassation a eu à statuer sur l'espèce suivante. Nous avions un salarié qui l'a saisi en qualité de conducteur d'une société de transport. Il était employé par une société de transport en commun et il a été victime d'une agression physique à bord de l'autobus qu'il conduisait. Très logiquement, la caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Et le salarié a de son côté saisi la juridiction de sécurité sociale, donc le tribunal d'instance ou l'ancien tribunal des affaires de sécurité sociale, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Qu'a dit la Cour de cassation ? La Cour de cassation a dit qu'au regard de l'historique de ce salarié, il y avait effectivement faute de l'employeur. Pourquoi historique ? Il y avait eu 4 signalements en l'espace de 20 mois, 4 signalements d'agression. Et donc, à la 5e agression, la Cour de cassation estime que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'agression physique auquel étaient exposés ses conducteurs. Et donc, dans ce cas-là, la Cour de cassation a retenu la faute inexcusable. On poursuit le raisonnement et on poursuit la vie des entreprises, les péripéties dans la vie d'une entreprise. Alors, on a un autre arrêt récent qui est intéressant, c'est sur le refus de promouvoir un salarié. Sont d'actualité des thèmes tels le harcèlement moral et la discrimination. Alors, pourquoi une telle actualité d'ailleurs sur ces deux notions, harcèlement moral ou sexuel et discrimination? C'est parce que vous le savez tous, ces deux thématiques permettent aux salariés de ne pas faire appliquer le barème Macron, comme on dit. Donc, le barème, le président de la République a donné le nom à un barème prud'homal qui est effectivement qui permet à un salarié d'obtenir une indemnisation en fonction de son ancienneté et en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise dont il faisait partie. Donc, on parle bien de l'indemnisation du licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou du licenciement abusif. Donc, le barème en question plafonne l'indemnité qui est allouée aux salariés à ce titre. Et
si le salarié démontre qu'il a été victime d'un harcèlement moral ou sexuel ou s'il a été victime d'une discrimination, le barème n'est plus applicable et les juges du fond retrouvent le pouvoir de déterminer la quotité du montant de la somme qui sera allouée en réparation du préjudice au salarié. Donc, ce contentieux est à la fois d'actualité et connaît des évolutions très intéressantes. On vous en donne un exemple dans cet arrêt-là. Donc, c'est un arrêt du 14 octobre 2020. Dans cette affaire, le salarié se plaignait d'avoir été victime d'une discrimination dans le déroulé de sa carrière. Et par exemple, il disait avoir postulé en 2006 à un poste de responsable de service, mais sa candidature n'avait pas été retenue. Ça arrive, n'est-ce pas? Et l'employeur avait préféré promouvoir un autre salarié. Qu'a dit le salarié pour étayer son argumentaire? Il a dit, voilà, moi je suis persuadé que mon employeur ne m'a pas promu parce que j'avais participé à une grève d'une semaine au mois de juin 2005. Et, a-t-il rajouté, comme par hasard, mon collègue, qui lui a été promu, n'avait pas été gréviste. L'avocat du salarié a utilisé un article du Code du travail, qui est un article très connu, qui est l'article L1132-1, puisque c'est l'article phare en matière de discrimination. Cet article nous dit « Aucune personne ne peut faire l'objet d'une discrimination directe ou indirecte ». Donc, dans un cas comme le nôtre, c'est bel et bien une discrimination indirecte qu'a allégué le salarié, que ce soit en matière de recrutement, de rémunération, de formation, d'affectation, de classification, etc. L'article est extrêmement complet et il fait plusieurs lignes. Donc, sachez que cet article du Code du travail a naturellement son pendant dans le Code pénal, puisque la discrimination en droit du travail est également sanctionnée pénalement si naturellement elle est démontrée. Je rajouterai que la charge de la preuve est plus aisée que dans les autres matières du droit du travail, puisque le salarié a la charge d'invoquer des faits objectifs laissant, entre guillemets, présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, et c'est à l'employeur de démontrer que les décisions qu'il a prises ne sont pas justifiées justement par une discrimination, mais sont justifiées par des éléments objectifs. Donc, vous avez bien compris que la charge de la preuve, finalement, incombe un peu à l'employeur. L'employeur doit prouver qu'il n'a pas discriminé. Et en l'espèce, la Cour de cassation a considéré qu'il n'y a pas eu de discrimination car l'employeur a opéré une véritable démonstration. Il a expliqué, petit 1, que lorsqu'il a promu un salarié et qu'il n'a pas promu le demandeur, il a pris en considération le fait que le salarié en question n'avait pas préalablement exercé des fonctions dites de responsabilité. Et ensuite, il a démontré que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement. En juillet 2004, souvenez-vous, la grève avait eu lieu en juin 2005, soit 11 mois après. Donc, l'employeur a produit un avertissement qui avait été prononcé pour défaut d'implication. Et enfin, l'employeur a mis en avant et étayé le comportement méprisant du dit salarié à l'égard de sa hiérarchie et de sa direction. C'est une démonstration parfaite à laquelle la Cour de cassation a donné son blanc-seing.